Merci, donc bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Alors, d'habitude, les rencontres sur les questions africaines se font souvent autour de l'histoire ou autour de la culture. On parle souvent de la culture africaine, de l'histoire africaine. Alors aujourd'hui, on innove, on ne va pas parler d'histoire africaine ou de culture africaine. Aujourd'hui, on va parler de sciences politiques africaines. On va parler de sciences politiques africaines parce qu'une des questions les plus importantes pour nous quand même, c'est comment faire pour changer nos conditions sociales de vie en Afrique. Actuellement, la situation pour nos populations se dégrade et cette question est une question très importante pour nous. Et malheureusement, nous n'abordons pas souvent cette question-là. Nous ne la prenons pas à bras-le-corps. Il faut, à côté des conférences sur l'histoire, à côté des conférences sur la culture, il nous faut aussi des conférences sur la manière dont nous pouvons concrètement changer la configuration de nos sociétés en Afrique. Et il nous faut donc sauter le pas. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir en abordant le thème, ce thème précis qui est bâtir l'Afrique d'un point de vue africain. Quand je dis il nous faut sauter le pas, il nous faut vraiment sauter le pas parce que dans l'histoire, d'autres peuples nous ont montré qu'ils ont sauté le pas. Regardez ici, le tableau que vous avez, c'est un tableau que l'on trouve dans la tombe d'un des Ramsès, je ne me rappelle plus si c'est Ramsès II ou Ramsès III. On trouve ce tableau dans sa tombe qui représente les grandes nations de son époque. Donc là, nous avons un représentant de la nation égyptienne. Ici, nous avons un représentant de la nation nubienne. Et vous voyez qu'entre le nubien et l'égyptien, il y a non seulement une parenté culturelle par les habits, mais il y a également une parenté biologique de par la couleur de la peau. Ici, vous avez on présente généralement ce personnage comme étant un Européen. Mais en fait, ce n'est pas un Européen, c'est à proprement parler un Asiatique. Est-ce qu'il était originaire de Chine, du Japon, etc. Je ne sais pas, mais c'est à proprement parler un Asiatique. Ici, c'est l'oriental de type sémite. Qui formait aussi une grande nation. Alors vous me direz, mais l'Européen, où est-il? Parce qu'à cette époque-là, les Européens existaient bien. L'Européen, on le trouve dans une autre tombe. Une autre tombe d'un autre roi. Malheureusement, je ne me rappelle plus le nom de ce roi, mais je pourrais le communiquer. Dans une autre tombe, on retrouve la même figuration. Et ici, on trouve l'image de l'Européen. Et l'Européen est représenté, effectivement, les cheveux blonds, les yeux bleus, et il est représenté à genoux et habillé d'une peau d'animal. C'est pour vous dire donc qu'à cette époque, la plupart des nations avaient vraiment fait un bond en avant, et les Européens étaient dans la voie de la civilisation les derniers. À cette époque, vous voyez, ils s'habillaient encore avec des peaux de bêtes. Eh bien, regardez, ils ont sauté, ils ont fait le pas. Ils ont sauté le pas. Ils étaient habillés en peau de bête et aujourd'hui, ce sont eux qui les premiers sont allés à la conquête de l'espace. C'est pour vous dire donc que cette notion de oser sauter le pas, c'est quelque chose d'important. Et nous autres Africains, nous devons sauter le pas. Nos sociétés ne vont pas bien. Nous devons sauter le pas, c'est-à-dire nous devons vraiment prendre à bras-le-corps cette question. Que pouvons-nous faire pour changer nos sociétés? Alors, c'est à cause de ça que l'association qui m'a invité ce soir m'a demandé d'aborder ce thème, bâtir l'Afrique d'un point de vue africain. Alors, ce sujet, vous le trouvez en bonne partie dans le livre que je viens de publier. Si j'ai écrit ce livre, c'est en fait pour nous permettre à nous autres Africains de remporter ce que j'appelle la dernière bataille. La dernière bataille que nous avons à livrer, non pas tant contre l'Occident comme on le croit souvent, mais à mon avis, c'est une bataille à livrer contre les groupes sociaux dirigeants, industriels et politiques qui nous ont colonisés dans le passé et qui aujourd'hui perpétuent encore leur emprise sur nous. Alors cette dernière grande bataille, c'est la
ce que j'appelle la bataille des idées. En fait, notre dernière grande bataille, c'est la bataille des idées. Regardez, nous avons pu nous libérer du premier volet de la colonisation, qui était l'occupation militaire des territoires africains. On a pu se libérer de cela. Mais nous ne nous sommes pas encore libérés du deuxième volet de la colonisation, qui est l'occupation intellectuelle et axiologique de nos esprits. Intellectuellement et axiologiquement, nous continuons et nous pensons toujours comme certains groupes sociaux en Occident veulent que nous pensions. Et donc, je pense que c'est cette occupation de nos esprits qui fait que nous ne sommes pas arrivés à transformer nos indépendances en renaissance africaine. C'est la raison pour laquelle je dis que notre dernière bataille est celle que nous devons livrer contre cette occupation intellectuelle et axiologique de nos esprits. Et à mon avis, ce livre est un livre qui devrait nous permettre, nous autres Africains, de remporter cette bataille-là. Voilà pourquoi mon intervention ce soir va surtout consister à présenter les chemins que nous devons emprunter pour gagner la bataille des idées, qui est vraiment celle que je considère comme notre dernière bataille. Alors, gagner la bataille des idées, bâtir l'Afrique d'un point de vue africain, vous voyez bien que c'est un projet très ambitieux, très ambitieux. C'est pour ça que vous me ferez la gentillesse peut-être de m'accorder 1h30, parce que arriver à traiter ça en 1h30 déjà, c'est une gageure. Et puis surtout, vous allez être surpris par la manière dont je vais présenter les choses. Ce n'est pas la manière habituelle de présenter les choses. Je vais m'efforcer aussi d'employer un vocabulaire qui ne soit pas toujours un vocabulaire universitaire, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Donc à chaque fois que je le ferai, je préciserai le sens du mot. Alors, pour aborder ce sujet, bâtir l'Afrique d'un point de vue africain, j'ai choisi un certain nombre de thèmes. D'abord, pourquoi bâtir l'Afrique ? La question se pose de savoir pourquoi donc bâtir l'Afrique. Bon, je crois que cela, nous avons tous la réponse, mais il faut surtout le dire, bâtir l'Afrique parce que l'Afrique se dégrade. L'Afrique actuellement est complètement en dégradation. On connaît une dégradation spirituelle. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a une véritable dégradation spirituelle en Afrique. Il y a une dégradation des mœurs. Voilà. Moi, les mœurs que j'ai connues en Afrique quand j'avais 16 ou 20 ans ne sont plus les mœurs d'aujourd'hui. Il y a une véritable dégradation. Il y a une dégradation des liens sociaux. Aujourd'hui, dans certains pays africains, on ose ce qui était impensable avant, parce qu'on n'arrive pas à nourrir ses enfants. On déclare que c'est un sorcier, ce qui nous permet de le mettre hors de la maison sans subir la désapprobation de la société. Donc même cette valeur de solidarité qui existait chez nous avant n'existe plus, c'est une dégradation. Il y a la dégradation des services de l'État, il faut le dire. Est-ce qu'on a encore des États chez nous? Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de services publics. Donc effectivement, nous sommes dans une situation générale catastrophique qui fait qu'il est temps que nous autres membres de la société civile, il faut que nous nous prenions en main. On ne doit pas attendre que la solution nous vienne des hommes politiques, à nous, la société civile, de nous mettre à réfléchir. Donc voilà pourquoi il y a ce thème-là, pourquoi bâtir l'Afrique. Alors ensuite, pourquoi bâtir l'Afrique d'un point de vue africain, puisque c'est le thème de ce soir. Eh bien, bâtir l'Afrique d'un point de vue africain parce que, regardez bien, jusqu'à présent, nous avons toujours essayé de bâtir l'Afrique selon des solutions qui nous ont été inspirées ou imposées de l'extérieur. Citons des exemples. On a essayé de bâtir l'Afrique avec le développement, la révolution, le socialisme, le marxisme, le communisme. Tout ça, c'était des solutions imposées ou inspirées de l'extérieur. Et toutes ces solutions ont en commun d'avoir non seulement été élaborées à partir d'expériences historiques étrangères à l'Afrique, mais surtout, elles nous ont toutes conduit à l'échec. Par
partout en Afrique, ces solutions nous ont conduit à l'échec. Et voilà pourquoi je peux dire que bâtir l'Afrique d'un point de vue africain signifie construire l'Afrique d'un point de vue différent. C'est ce que ça signifie, c'est construire l'Afrique d'un point de vue différent des solutions qui nous ont été imposées jusqu'à présent de l'extérieur. Hein, c'est ça que signifie bâtir l'Afrique d'un point de vue africain, trouver des solutions différentes de celles qui nous ont été imposées jusqu'à présent de l'extérieur. Alors maintenant, que veut dire bâtir l'Afrique d'un point de vue africain? Voilà. Hein. Que veut dire bâtir l'Afrique d'un point de vue africain? Il ne faut surtout pas penser que bâtir l'Afrique d'un point de vue africain pourrait signifier mettre en place des solutions ou des propositions élaborées par un Africain. Parce que des propositions même élaborées par un Africain peuvent être des solutions mauvaises. Ce n'est pas parce que ça a été élaboré par un Africain que ce sera forcément des solutions bonnes. Hein. Donc il ne faut surtout pas que l'on commette cette erreur-là. Je pense que bâtir l'Afrique d'un point de vue africain signifie bâtir l'Afrique du point de vue de ce que l'histoire de l'Afrique nous enseigne. C'est ça. Jusqu'à présent, on a essayé de bâtir l'Afrique du point de vue de ce que l'histoire des autres continents nous enseignait. Il est peut-être temps que nous essayions de bâtir l'Afrique du point de vue de ce que l'histoire de l'Afrique nous enseigne. Et c'est le grand défi qui se pose au camp progressiste africain. Je crois que nous faisons tous partie du camp progressiste africain, que nous soyons des panafricanistes, des démocrates, des afrocentriques, des kamitismes, etc. Nous faisons tous partie du camp africain progressiste. Et c'est le défi qui se pose à nous. Que nous apprend l'histoire africaine sur les solutions que l'on pourrait mettre en œuvre. Et c'est cela que je pense que signifie bâtir l'Afrique d'un point de vue africain. Et donc, par conséquent, je pense que c'est la mission qui incombe à nos chercheurs et à nos enseignants. Que ce soit nos enseignants en histoire, en économie, en droit, en sociologie, il leur appartient de faire des recherches qui nous éclairent sur ce point. Bon, c'est pour ça, ce soir, je vous apporte en tant que politologue ma contribution sur ce sujet à la lumière de ce que peuvent nous inspirer les travaux de Cheikh Anta Diop. Mes travaux se situent réellement dans le cadre des travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, quelle peut être la méthode pour bâtir l'Afrique d'un point de vue africain? Alors, personnellement, mes recherches m'ont conduit à la conclusion selon laquelle l'histoire africaine nous informe que pour bâtir l'Afrique, il nous faut la bâtir selon une problématique de la renaissance historique. La renaissance historique, c'est ce qu'on appelle la renaissance africaine. Il nous faut la bâtir selon une problématique de la renaissance historique. Et donc, concrètement, ça signifie que pour bâtir l'Afrique, il nous faut opter pour le projet politique de la renaissance africaine. Non pas pour le projet politique du développement. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on doit abandonner ce projet politique, mais selon le projet politique de la renaissance africaine. Et alors, de ce point de vue, si on veut bâtir l'Afrique selon le projet politique de la renaissance africaine, je pense qu'il y a une méthode qui s'impose à nous. Première chose, il ne faut pas que nous nous trompions sur ce que signifie la renaissance africaine. Voilà. Il faut que nous sachions exactement qu'est-ce que ça signifie. Aujourd'hui, sur la renaissance africaine, on trouve énormément de discours, et des discours qui se contredisent entre eux. Donc finalement, qu'est-ce que c'est réellement la renaissance africaine? On ne sait pas vraiment. Et c'est un danger parce que si nous ne savons pas vraiment qu'est-ce que c'est que la renaissance africaine, nous allons rater le coche. Nous allons bâtir l'Afrique selon ce que nous pensons être la renaissance africaine et non pas selon ce qu'est la renaissance africaine. Donc première chose, il nous faut savoir exactement qu'est-ce que signifie le projet politique de la renaissance africaine. Deuxièmement, dans la méthode, il nous faut identifier les obstacles. Quels peuvent être les obstacles à la réalisation du projet politique de la renaissance africaine? Quels sont les obstacles qui s'opposent à nous? Et enfin, à la lumière de ces obstacles, on pourra concevoir les solutions
concrètes pour vaincre ces obstacles-là. Alors, je vous propose donc d'aborder le premier thème. Alors, le premier thème, c'est pas celui-là. Le premier thème, effectivement, c'est cerner le sens du projet politique de la Renaissance africaine. Qu'est-ce que c'est exactement que le projet politique de la Renaissance africaine? Comme je vous l'ai dit, il y a différentes définitions. Thabo Mbeki nous a donné une définition. Dans le cadre du Népal, on a eu une définition. Où en est le projet de Thabo Mbeki? Où en est le projet du Népal? Est-ce que ça modifiait quelque chose en Afrique? Non. Il y a d'autres définitions de la Renaissance africaine. Jusqu'à présent, ça n'a abouti à rien. Alors, il nous faut connaître précisément qu'est-ce que c'est que la Renaissance africaine. Alors, pour cela, on ne va pas partir d'un point de vue idéologique, parce qu'à chacun son idéologie, forcément il définira la Renaissance africaine selon son idéologie. On va partir d'une question pratique, d'une question concrète, et qui devrait nous permettre de savoir exactement qu'est-ce que c'est que la Renaissance africaine. Cette question pratique est la suivante: qu'est-ce qui doit renaître? On parle de la Renaissance africaine, ok, mais alors qu'est-ce qui doit renaître? Alors, je pense que d'un point de vue logique, puisque le verbe renaître implique une manifestation nouvelle de quelque chose qui a existé avant. Par conséquent, ce qui doit renaître, c'est donc quelque chose qui a existé avant et qui n'existe plus. Autrement dit, ce qui doit renaître, c'est quelque chose qu'avaient nos ancêtres et que nous n'avons plus. Hein, si nous devons renaître par rapport à quelque chose du passé, donc par rapport à nos ancêtres. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nos ancêtres avaient et que nous n'avons plus? Quelle est la différence entre nous et nos ancêtres? Je vois que la différence entre nous et nos ancêtres, la chose est claire. Nos ancêtres avaient cette capacité de créativité, d'inventivité et d'innovation qui permet de bâtir, de construire une civilisation. D'ailleurs, nous sommes très admiratifs devant les civilisations que nos ancêtres ont donc créées. Hein? Et qu'est-ce qui a fait que nos ancêtres ont pu créer ces civilisations? C'est grâce à leur génie créatif. Hein? Ils ont fait montre de génie créatif. Lorsque nous regardons nos civilisations passées, c'est incroyable la créativité des Africains. Voilà, donc ils ont su faire preuve de créativité, par conséquent, ils ont su faire preuve d'initiative, d'inventivité, d'innovation. Par conséquent, ce que nous avons perdu, c'est ça. C'est ça. Quel est notre problème aujourd'hui en Afrique? C'est que nous sommes incapables de créer par nous-mêmes les conditions matérielles et immatérielles de notre existence. Nos ancêtres l'avaient fait. Ils n'avaient pas besoin que les Européens viennent leur apprendre quoi que ce soit. Nous avons une de brillantes civilisations. Nos ancêtres ont su créer les conditions matérielles et immatérielles de leur propre existence grâce à leur génie créatif. Et c'est ça la différence avec nous. Nous parlons, nous protestons, nous dénonçons, mais en vérité, tout ça revient à quoi? C'est qu'en vérité, nous sommes incapables de créer, nous sommes incapables d'imaginer. Nous sommes incapables de faire preuve d'initiative historique. Donc je crois qu'il faut que nous retenions ce concept-là, la capacité à l'initiative historique. Voilà ce qui doit renaître en Afrique, la capacité des Africains à l'initiative historique. Et je crois que c'est à cause de ça que nous devons définir le projet politique de la Renaissance africaine comme étant le projet de la reconquête de l'initiative historique par les peuples africains. D'accord ? Le projet d'une reconquête de l'initiative historique par les peuples africains. Et si nous réussissons cela, alors nous allons renaître. Nous allons renaître comme société, comme plutôt pôle d'initiative géopolitique, pôle d'initiative politique, pôle d'initiative économique, spirituelle, idéologique, technique et scientifique. Donc c'est ça le projet politique de la Renaissance africaine, c'est ce projet de reconquête de l'initiative historique afin de réorganiser nos sociétés comme des sociétés d'initiative politique, géopolitique, etc.
Cette définition du projet politique de la Renaissance africaine est conforme à la définition qu'on donne chez Anta Diop. On n'a pas le temps d'en parler. Dans mon livre, dans ce livre, vous trouverez cela, la conception de Diop sur la Renaissance africaine. Cette définition est aussi conforme à ce que signifie en sciences politiques le concept de renaissance historique. La renaissance africaine, en fait, ce n'est que par analogie qu'on a créé ce concept. On est parti de la notion de renaissance européenne, qui était une renaissance historique, et on a fabriqué le concept de renaissance africaine. Donc, si on regarde d'un point de vue de la science politique, qu'est-ce que c'est que la renaissance historique d'une société? Vous verrez que cela rejoint la définition que je viens de vous donner. Alors, vous me direz, mais dans cette définition du projet politique de la Renaissance africaine, que devient le passé? Parce que quand même, quand les gens parlent de Renaissance africaine, ils parlent beaucoup du passé. Dans ce projet politique de la Renaissance africaine, le passé n'est pas rejeté. Simplement, il est précisé que le passé, nous ne devons pas avoir un rapport narcissique avec notre passé. On ne doit pas être là béat d'admiration devant ce que nos ancêtres ont fait. On ne doit pas seulement faire ça. On ne doit donc pas avoir un rapport narcissique avec notre passé. Notre passé doit nous servir comme référence qui nous permet de nous en inspirer pour inventer des solutions nouvelles. Voilà ce à quoi va nous servir notre passé africain. On a plus de 7000 ans d'histoire. Plus de 7000 ans d'histoire pendant lesquelles les Africains ont inventé, ont créé dans tous les domaines, dans le domaine esthétique, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine musical, enfin, dans plein de domaines. Donc nous avons 7000 ans de matériaux. On doit prendre ces 7000 ans d'expérience historique et nous en inspirer pour créer les solutions qu'exige notre condition actuelle. Parce que bien sûr, les solutions qu'avaient créées nos ancêtres étaient adaptées aux problèmes qu'ils rencontraient. Nous rencontrons d'autres problèmes. Donc nous ne pouvons pas reconduire leurs solutions, mais nous pouvons nous inspirer de leurs solutions pour construire une Afrique nouvelle. Donc par conséquent, le passé n'est pas rejeté. Je pourrais une fois venir ici vous faire une